Mesdames et messieurs, chers invités, chers participants, messieurs les intervenants, alors avant de commencer, je vous donne une petite explication. Chaque intervenant va faire sa conférence et c'est à la dernière conférence qu'on passera au jeu des questions-réponses. On permet ainsi à chaque intervenant de parler dans son temps de parole. Alors pourquoi énergie et isolation dans le bois? Comme vous le savez, le bois est un matériau incontournable parce que renouvelable. Au bénéfice d'avancées technologiques avant-gardistes, aujourd'hui, on peut en disposer pour beaucoup d'utilisations. Alors, 5 personnes vont s'exprimer ici sur ce sujet. Je les remercie d'avoir accepté l'invitation du comité d'Energissima, de nous faire déjà l'honneur de leur présence, de leurs compétences et surtout de partager avec nous l'enthousiasme qu'ils ont pour le matériau bois. Mais avant de passer la parole aux intervenants, je vais faire un bref exposé sur la situation d'isolation en fibre de bois en Suisse. Alors, un petit historique, vous savez comme tous qu'en 1946, on a créé la société Pavafibre à Fribourg, à la roue de la pisciculture. En 1969, le groupe IAG acquiert Pavafibre et Pavatex à Cham. En 2007, investissement à Fribourg. Et malheureusement, en 2014, arrêt de la production à Fribourg. Et en 2019, fermeture définitive de l'usine de Cham. Pavatex n'est même plus présent sur le marché suisse. Alors avec cette situation, effectivement, on a un arrêt total de la production en fibre de bois, mais Dieu merci, vous l'entendrez tout à l'heure, on a un projet de production de fibres de bois à Kusnartamrigi et monsieur le chef Yvan Pahu vous en parlera tout à l'heure. Alors, la production se trouve essentiellement dans les pays suivants, en Allemagne, en France, en Pologne. La Pologne est privilégiée par son faible coût d'énergie. Le seul inconvénient, et ça c'est un peu dommage, c'est les frais de transport. Les concurrents de l'isolation en fibre de bois sont la laine de verre, la laine de pierre et le polystyrène. Nous avons d'autres produits qui sont plutôt marginaux. Il y a la laine de mouton, le chanvre, la paille même, l'herbe et également la ouate de cellulose. Plusieurs fabricants sont localisés en Suisse et vous l'avez lu comme moi, il y a un projet gigantesque d'une usine à Payerne prochainement. Le seul avantage par rapport au bois, c'est que cette production est suisse et c'est à toute proximité en est un. On l'a vu tout à l'heure, donc les avantages de la fibre de bois, c'est que le bois est un matériau renouvelable qui est abondant en Suisse et en Europe, bien entendu. Il y a une démarche écologique de l'utilisateur, toujours, et une adaptation idéale pour la construction en bois. Bien entendu, chaque fabricant avance ses arguments par rapport à son produit. Les principales marques distribuées en Suisse, donc je vous rappelle qu'en Suisse, on n'a plus aucun producteur, aucun fabricant. Donc on a la marque Gutex, la marque Steico, la marque Isover avec sa sous-marque Isoprotect, Schneider, qui fait des ventes en direct, Naturheld, et je répète que Pavatex n'est plus distribué en Suisse. Tous ces produits sont distribués via des grands négociants et des plus petites entreprises de commerce. La maison Steico, c'est un mammouth, puisqu'ils produisent 4,5 millions de mètres cubes d'isolation en fibre de bois par an. Gutex, 1 million. Et pour, je ne sais pas quelle est la production d'Isoprotect, mais Schneider, par exemple, produit 220 000 mètres cubes d'isolation en fibre de bois dans son usine allemande. Les utilisateurs et les parts de marché, alors les principaux utilisateurs, les charpentiers, les menuisiers, la part de marché de la fibre de bois dans ce secteur est en croissance. On n'a pas de chiffre exact, mais elle est en croissance. Et on l'estime pour l'ensemble de la construction en Suisse à environ 10%. Utilisation marginale dans l'isolation périphérique,
pour des raisons de tassement, et c'est vrai qu'on utilise rarement la fibre de bois dans l'isolation périphérique. Voilà, conclusion. Alors, effectivement, il y a une usine à Küsnacht-am-Rigi qui est en construction, je crois, et qui aura bien entendu le label bois suisse. Il y a un mouvement favorable à la construction bois et maison bois, et on sait que ces constructions-là favorisent l'utilisation de la fibre de bois. La matière première est disponible. Le coût de l'énergie est favorable dans les pays à bas tarifs. L'inconvénient, c'est un bilan CO2 un peu négatif, ce sont les frais de transport. Mais je rappelle que le choix final, c'est compétence de l'entreprise qui applique le produit. Merci pour votre attention et je vous rappelle au passage la prochaine rencontre de la filière bois les 6, 7 et 8 février 2025 à l'occasion de Salon Bois. Maintenant, j'ai l'avantage de donner la parole à M. Philippe Volozer, chef de la section et dangers naturels du service des forêts et de la nature du canton de Fribourg. Philippe Volozer, ingénieur forestier. Lorsqu'on parle du bois, de l'énergie bois, on a toujours une question récurrente. Aura-t-on assez de bois à l'avenir? Des études en cascade, mais les points de vue se rejoignent. Le bois d'énergie ne doit pas concurrencer le bois d'œuvre. On utilise les sous-produits de coupe ou le bois sans valeur ou éventuellement les sous-produits de scierie. Merci au service de la faune et son chef de secteur de nous présenter cette étude fouillée sur le potentiel bois-énergie du canton de Fribourg. Philippe, tu as la parole. Merci Michel. Oui, merci. Alors merci beaucoup pour l'invitation. C'est également pour moi un grand honneur de pouvoir faire cette présentation, de l'étude du potentiel du bois-énergie sur le canton de Fribourg. Fribourg et la Confédération encouragent depuis des décennies l'utilisation de bois-énergie. Depuis 2010, tous les 3 ans, le SFN, donc le Service des forêts et de la nature, organise un suivi, un monitoring visant à estimer le potentiel bois-énergie par le canton. Oui, c'est bon. Il s'agit d'y estimer le potentiel bois-énergie, de surveiller l'évolution du marché, d'anticiper les besoins et de prévenir un dépassement de potentiel. En fin 2022, nous avons mandaté 2 bureaux experts pour effectuer ce monitoring, le bureau Nouvelle Forêt, donc, qui avait pour objectif de répondre à la question quel est le potentiel bois-énergie en forêt fribourgeoise et dans le secteur paysager, secteur qui, vous allez le voir, joue également un rôle, et également Énergie Bois Suisse, qui, de son côté, devait répondre à la question suivante. Quelle est la consommation actuelle et celle projetée pour les projets qui sont en voie de réalisation et pour les projets en discussion? Avant de répondre à ces 2 questions, puisqu'on parle de matières premières et puisqu'on parle également de gestion de ressources naturelles, je tiens à préciser les 2 principes qui prévalent dans la gestion de nos forêts. Premièrement, la gestion durable. C'est un des principes qui prévaut dans notre mode d'exploitation des forêts, sans lequel on aurait des surfaces beaucoup moindres de forêts. Ces forêts ont besoin de protection, on les exploite, et l'idée, c'est d'y exploiter par année que ce qui croît durant une année. Donc, de ne pas gaspiller la production de bois annuelle. Et puis, d'un autre côté également, considérer toutes les fonctions que nous fournit la forêt, toutes ces prestations. L'illustration là de forêt suisse de 2023 illustre bien cette situation. Il y a toute une foule de services, toute une foule de prestations que la forêt nous fournit et il s'agit d'en prendre compte également dans le mode de gestion. Pour revenir à la production de bois, j'aimerais rappeler la répartition des assortiments de l'exploitation des chiffres qui ont été publiés en 2023.
sur les chiffres, donc sur les récoltes qui ont été réalisées en 2022. Malheureusement, les chiffres 2023 vont être publiés seulement cet été par l'Office fédéral de la statistique. Mais ces chiffres-là, ils sont en fait assez représentatifs pour le canton. On a 45%, vous le voyez en orange, 45% de bois énergie. On a 53% de sciage, de grumes, donc de grumes de sciage, pardon. Donc c'est une proportion assez élevée pour la Suisse. Et on reste avec un reste de 2% pour le bois d'industrie, qui a un réel, on va dire, on y constate une réelle baisse en termes d'usage de bois d'industrie dans le canton. Mais tout aussi, c'est également le cas pour la Suisse. Considérant l'accroissement annuel, cela détermine en fait le potentiel énergétique durable de la forêt. Sur la base des données SIG et sur la base d'enquêtes auprès des forestiers de triage, on a pu obtenir des chiffres qui nous ont permis d'évaluer ce potentiel de bois énergie exploitable et accessible. En voyant les chiffres, vous obtenez sur l'année 2022 par rapport à ce qu'on a exploité, on avait 266 000 mètres cubes d'exploités. En 2022, il s'agissait de 270 000 mètres cubes, donc on est un peu toujours dans les mêmes valeurs, pour une proportion de bois énergie de 124 000 mètres cubes. Or, le potentiel, selon le calcul du SFN, il se situe vers 153 000 mètres cubes. Donc on a à peu près, il reste encore à peu près 20%. Là, pour être précis, 19% du potentiel qui resterait à exploiter. Voilà un peu le chiffre. Question au niveau du sondage, les chiffres revenaient à peu près au même. Par contre, il nous a permis d'identifier dans quel type de forêt ce potentiel peut encore être mieux exploité. Et il en revient des forestiers que des 27% d'augmentation de bois énergie, une grande majorité se trouve exclusivement en forêt privée ou essentiellement en forêt privée. Donc, si on parle de forêt privée, on aura tendance à on part du principe qu'on aura une plus grande proportion de bois énergie, étant donné qu'on attend des qualités moindres dans les récoltes. Mais c'est une hypothèse. Et puis, d'un autre côté, la projection qu'on avait réalisée, donc avec les calculs que Nouvelle Forêt nous avait proposés et les résultats de l'enquête ont corroboré le résultat par rapport au potentiel. On a dans le canton une croissance annuelle de 325 000 mètres cubes de bois dans nos forêts, et puis le potentiel exploitable, et on voit qu'on a en fait 55 000 mètres cubes qui ne seraient pas encore exploités. Donc en faisant ces calculs, on obtient également une valeur d'à peu près 30 000 mètres cubes de bois énergie exploitable en plus. Si on regarde pour le canton de Fribourg, on parle de bois énergie de forêt, mais il y a également d'autres origines. On a du bois paysager, on a des résidus de bois et des bois usagés. Donc pour le canton de Fribourg, on a un potentiel de 16% au total sur l'ensemble de ces approvisionnements. Mais actuellement, il y a eu des évolutions depuis l'étude. Il s'avère que le bois usagé, tout le potentiel est déjà consommé ou en très grande partie consommé par le projet actuel. Donc en fait, tout le potentiel, il se retrouve seulement en forêt. Si on regarde du niveau suisse, c'est un peu les mêmes tendances. Par contre, on a des chiffres un petit peu moins, on va dire, inquiétants. Du côté bois de forêt, on trouve encore 25% disponibles. C'est des chiffres qui ont été publiés ce printemps par
par Énergie Bois Suisse. Donc on voit là le potentiel dans le canton de Fribourg, on peut vraiment le dire, il se trouve essentiellement en forêt. Si on regarde le solde, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ce solde de bois énergie a évolué au cours des années et il n'y a pas besoin de remonter très longtemps pour observer une tendance. Si on regarde en 2017, on avait un solde très important, on le voit dans cette colonne verte. J'espère que c'est le pointer. Ouais. Et déjà en 4 ans, une baisse importante en 2021 au moment de l'étude. Et sur la base des projets planifiés et des projets en discussion, on tombe très vite dans le négatif. Donc actuellement, avec les projets qui sont réalisés, on se trouve probablement à la ligne du zéro, voire on se rapproche de cette zone négative. Alors plusieurs variables sont à même d'influencer ces valeurs et ces calculs. On a le prix de marché qui influence la décision de récolter ou de ne pas récolter, en particulier en forêt privée. On a également l'augmentation du prix de l'énergie qui influence la répartition des assortiments. Quoique, dans le canton de Fribourg, on observe une solide répartition pour tout ce qui est bois de sciage. On a une proportion élevée par rapport à la moyenne suisse. Et cette proportion, elle est en augmentation. On est passé de 50 à 53%, par exemple. Autre variable, les aléas climatiques et les maladies, difficilement prévisibles, mais actuellement, on va dire d'actualité, effectivement, difficilement planifiables, fluctuantes, mais il faut y prendre attention. Et puis, les changements climatiques qui ont tendance à favoriser les feuillus qui, on le sait, ont une valeur énergétique plus élevée, mais qui ont une croissance plus faible. Donc, finalement, difficile d'évaluer exactement la tendance, mais c'est une variable à prendre en compte. En conclusion, les recommandations qu'on a faites, c'est des recommandations qui avaient déjà été publiées lors de communiqués de presse qu'on a fait à la publication des résultats en 2023. Faciliter l'exploitation des forêts, en particulier dans la forêt privée. C'est là qu'il y a le potentiel. Il y a des actions qui vont être lancées, une motion qui a été acceptée par le Conseil d'État. Évaluer les possibilités de valorisation plus importantes du bois usagé fribourgeois. Là, on le voit, ça a été fait. Enfin, il y a des projets qui l'ont fait et ce potentiel semble être totalement consommé. Et inclure la problématique de la fourniture de la matière dès le départ dans le lancement de projet. Identifier si effectivement autour des projets, puisque l'objectif c'est de fournir un approvisionnement local, qu'il y ait vraiment des ressources, et également diversifier les sources d'approvisionnement et diversifier la production d'énergie. Voilà pour l'étude. Je vous invite, avec le code QR, vous pouvez aller consulter la synthèse de cette étude ainsi que le rapport complet qui avait été effectué par Énergie Bois Suisse et le Bureau Nouvelle Forêt. Et si vous préférez avoir le lien, il est ici. Merci beaucoup pour votre attention et bonne suite. Merci Philippe. Petit cadeau pour toi, je donnerai après. Merci Philippe Volozer. Et maintenant, je vais donner la parole à Reto Emery, qui va nous parler de l'énergie grise dans la construction, avec les avantages pour le bois. Le point de vue de l'ingénieur est primordial pour justifier l'utilisation du bois dans la construction. Et l'énergie grise, maître mot pour expliquer le cercle vertueux du bois de la forêt à la construction d'un immeuble locatif ou d'un bâtiment grand public. Avec Reto Emery, ingénieur bois du bureau Bois Initial, SARL à Morges, accessoirement vice-président de l'IGNOMVO, et qui va nous expliquer son point de vue de spécialiste avec exemple à l'appui. Merci Reto, et tu as la parole.
Merci Michel. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un plaisir pour moi de pouvoir vous adresser ces quelques mots aujourd'hui dans ce magnifique cadre, une construction emblématique et admirable. Voilà. Nous sommes ici. Je me présente brièvement. Je suis Reto Emery, ingénieur civil. Ça fait 30 ans que je construis en bois. J'ai uniquement exercé mon métier d'ingénieur civil dans la construction en bois. Et puis, on s'occupe aussi un petit peu de protection incendie. On fait construction en bois, protection incendie. Les deux sont intimement liés, vous en doutez bien. Si j'ai la possibilité, la liberté de m'adresser à vous aujourd'hui, c'est que j'ai une chance d'avoir une équipe qui travaille pendant que le patron fait son petit numéro. Donc je les remercie ici de pouvoir présenter des résultats d'études, de recherche, notamment une analyse que je vais partager avec vous, qui a été préparée par monsieur Frédéric Beau, qui est aussi parmi nous ici. Nous avons vraiment comme ligne directrice de notre activité le souhait de la durabilité au sens large du terme dans la société. Ça fait 30 ans que je construis en bois avec cette conviction-là. Et bien sûr, la question de l'énergie a toujours été au centre de nos préoccupations. C'est pour ça, quand Michel m'a demandé « Reto, est-ce que tu peux venir parler un peu de la construction de bois, de l'énergie ?» Je lui ai dit « Mais moi, je suis un constructeur, je construis, je suis vraiment spécialisé là-dedans. Par contre, je ne suis pas du tout spécialiste de l'énergie grise non plus. » Alors, vous verrez, c'est une présentation qui est un peu adaptée, je dirais, voilà, adaptée à la capacité d'un ingénieur civil que je suis. On a cherché à comprendre où se trouvaient les enjeux énergétiques, énergie grise en particulier, émissions de CO2 aussi, pour pouvoir optimiser nos constructions et pour pouvoir trouver des solutions sans a priori qui soient compétitives et intéressantes d'un point de vue écologique. Je vous propose la présentation en 3 thèmes. Le premier, c'est un bref rappel de ce qu'est la forêt en Suisse, la relation du bois et de l'énergie grise, et puis comme dernière partie, des exemples tirés de notre pratique aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on construit aujourd'hui en bois? Alors, là non plus, je ne suis pas spécialiste de la forêt, mais je tiens juste à rappeler quelques éléments fondamentaux. Vous savez tous, vous avez déjà vu une très belle diapositive à ce sujet juste dans la présentation précédente. Mais on rappelle que la forêt, c'est un être, un organisme vivant qui partage énormément d'objectifs et qui est vraiment, je dirais, ce que je constate avec le temps, qui est une chance de notre pays. C'est un bien qui appartient à 70% à la communauté publique, donc c'est un bien commun. C'est un bien qui présente une biodiversité la plus élevée dans notre pays. On sait que la crise de biodiversité affecte beaucoup les campagnes, mais beaucoup moins la forêt. Donc c'est une chance unique et en même temps c'est une ressource exceptionnelle de matériaux de construction. Voilà quelques chiffres. Les miens datent peut-être un petit peu. Ils sont tirés de la forêt suisse, l'Office fédéral de l'environnement. On a un peu de réserve de bois encore à couper dans nos forêts. Peut-être pas autant que ce qui figure sur cette diapositive, mais il en reste encore un petit peu. On a plutôt tendance, et surtout les dernières années, à avoir plutôt sous-exploité la forêt plutôt que surexploité. Ce qui fait qu'on a un stock de bois sur pied qui est record en Suisse. Quand je dis record, c'est par rapport à des forêts comparables en France et en Allemagne. On se situe à des valeurs de 375 mètres cubes à l'hectare, et en Allemagne, on serait plutôt à 250, autour de 250. Donc on a aussi un potentiel au niveau du patrimoine à disposition. Juste un mot sur cette exploitation. J'ai évoqué la chance unique que nous avons d'avoir nos forêts. Elles sont exploitées de façon remarquable. Vous connaissez tous la loi forestière suisse, qui est la plus ancienne encore en fonction dans le monde, qui implique une gestion très rigoureuse de celle-ci. Donc on ne fait pas... C'est une forêt jardinée, c'est-à-dire qu'on va prélever les individus sains dans la forêt sans perturber le fonctionnement de celle-ci. On ne fait pas de coupe rase.
Les coupes rases sont là uniquement en cas d'urgence sanitaire ou de glissement de terrain ou de ce genre de choses. Et puis, on participe à un rajeunissement naturel. Il est extrêmement rare de planter des arbres dans la forêt. On va plutôt garder un porte-graines qui diffusera l'essence adaptée dans son environnement. Maintenant, je vais vous parler du bois plus dans son aspect élément de construction. Donc, vous savez tous que le bois est particulièrement résistant. Il est léger également. C'est ce qui fait que, historiquement, on a construit les premiers avions en bois. Et on continue aujourd'hui à en construire, en particulier des avions d'acrobatie qui doivent être très légers et qui ont une très bonne amortissement. Et il y a un fabricant d'avions qui le fait encore juste de l'autre côté de la frontière du Jura, en France voisine. Bien sûr que le feu a été une préoccupation majeure ces dernières années. Et je vous montre cette diapositive parce qu'ici, on atteint exactement l'objectif qu'on se fixe comme ingénieur quand on construit en bois. On accepte que le bois brûle, mais il ne doit pas donner une situation de risque supplémentaire à la situation. Dans un appartement, vous allez avoir les meubles qui brûlent, la literie, les livres, etc., parce qu'on est entouré de matériaux combustibles. Mais une fois que le feu a brûlé tous ces éléments-là, le feu va lui-même s'éteindre. Et c'est ce qu'on voit ici dans un essai à l'échelle 1:1 sur une façade en bois qui a été mise à feu avec une simulation de saut du feu. On a un appartement qui subit un embrasement généralisé et on voit qu'après 30 minutes, la façade s'éteint d'elle-même. Voilà, ça c'est un objectif que les techniciens, charpentiers et ingénieurs se fixent quand ils construisent en bois et qu'on arrive à atteindre avec des mesures techniques. Vous voyez ici aussi la réaction au feu de deux matériaux, le métal et le bois. Le bois, il a toute sa partie centrale qui est en clair à droite, qui même après une exposition au feu de plusieurs minutes, présente encore toute la résistance requise. Donc on sait très bien calculer une structure, on sait très bien garantir une construction en bois par rapport au risque incendie. Voilà, là je vous présente brièvement tous ces paradoxes du bois qui rendent ce matériau tellement passionnant, mais aussi compliqué à mettre en œuvre. C'est un matériau qui a été vivant, et comme nous, il a des grandes qualités et peut-être quelques défauts. Donc on dit, voilà, on a vu, il est léger et résistant, il magnifie le son, parce que c'est une excellente caisse de résonance, mais des fois il est un peu trop léger, donc on doit lui mettre une masse pour qu'il respecte les exigences phoniques. On a vu qu'il brûlait, mais en même temps, il résiste très bien au feu. Il isole et protège des intempéries, mais en même temps, il est biodégradable. Et puis finalement, le point peut-être le plus important aujourd'hui, c'est qu'il est renouvelable. Et cette notion de renouvellement, elle est essentielle, parce qu'on a vu que les forêts étaient une ressource biologique principale, et en plus une source de bois qui en fait ne se tarit jamais. Le bois va continuer de pousser dans nos forêts, quoi qu'il arrive. Ce qui me permet de faire la transition par rapport au deuxième chapitre, la deuxième thématique, c'est la question de l'énergie. Vous voyez ici le cycle que vous connaissez tous, Vous avez tous vu un jour ce graphique. On voit le CO2 qui est fixé dans le bois et qui produit l'oxygène que nous respirons. Les arbres nous donnent cet oxygène. Ils ne peuvent pas vivre sans les animaux et nous ne pouvons pas vivre sans eux. Il y a un équilibre qui se crée. Ensuite, on a toute la production habituelle, les sous-produits, à la fin du bois énergie. Et j'insiste pour dire à la fin, pour nous, le bois énergie est un partenaire. Ça doit être vraiment le dernier recours pour transformer la matière. Moi, j'appelle ça le cercle vertueux. Excusez-moi, je viens un peu en vaudois, dans vos terres fribourgeoises. Donc, je vais montrer un exemple ici qui m'est proche, parce que géométriquement proche, mais la Syrie qui est à côté ici procède sur le même principe. L'image ici à droite vient de la Syrie de Tsan, qui est le partenaire ou concurrent ou meilleur concurrent, on peut dire.
et qui, avec les sous-produits, valorise en fait toute la chaîne. Mais comme premier objectif, il produit un matériau de construction et avec les sciures, les délignures, les sous-produits, il va fabriquer des pellets, c'est ce que j'ai marqué là-haut, des pellets pour 5000 ménages, un peu plus de 5000 ménages. Et puis, il reste encore suffisamment de sous-produits pour faire de l'électricité. Il a, avec un partenariat avec la Romande Énergie, créé une installation de turbine chaleur-force, ce qui permet la production d'électricité pour un peu moins que 8000 ménages. Donc on peut dire qu'une ville comme Morges est entièrement alimentée en électricité par une scierie. Donc on voit ici vraiment ce cercle vertueux de l'énergie qui découle de l'utilisation, de l'exploitation des forêts pour l'élaboration d'une ressource bois. Une autre réflexion qui m'est venue, ça fait déjà plusieurs années, je remercie ici le C2Tech et en particulier Denis Pflug qui m'a mis à disposition cette diapositive. Vous voyez ici, c'est un peu provocateur, mais on voit différents types de façades assez simples et leur impact en émissions de CO2. Donc on voit à gauche une façade massive, à droite une ossature, ensuite en béton, la brique, etc. Et vous voyez en rouge, ce sont les émissions de CO2, et en vert, ce sont les capacités de stockage. J'ai oublié de l'évoquer tout à l'heure, mais 1 mètre cube de bois, ça correspond à peu près à 1 tonne de CO2 qu'on stocke. Plus ou moins, ça dépend de la densité, ça dépend de l'essence, mais on est dans des ordres de grandeur comme ceci. Ici, on a un petit... c'est clair, c'est un graphique qui découle de la promotion du bois. Alors on était un peu méchant avec l'acier parce que l'acier on l'a placé à 140 kg par mètre carré. Mais en réalité, si on prend de l'acier recyclé, on peut diminuer cet impact et on arrivera à quelque chose de comparable à la brique et au béton. Mais ceci a développé chez nous une volonté de dire, bon, on sait que la construction en bois fonctionne, elle est intéressante d'un point de vue énergétique, énergie grise, mais combien ? Et quelle solution est meilleure qu'une autre ? Et avant de ça, avant ça, je voulais encore juste dire un mot sur ces notions d'énergie grise. Vous voyez ici, représenté de façon assez schématique, mais assez claire, j'espère, l'évolution de la consommation de l'énergie dans les bâtiments en fonction de leur mode d'isolation et des normes de l'époque. On se rend compte que, bien sûr, ça fait de nombreuses années que les cantons et la Confédération ont mis en place des systèmes qui permettent d'économiser l'énergie de chauffage, et on voit qu'on a diminué de façon significative la consommation d'énergie dans les bâtiments. Pourquoi je vous montre cette diapositive ? C'est parce que je voulais comparer l'énergie grise nécessaire à la construction d'un bâtiment avec l'énergie consommée de ce bâtiment pendant une durée, par exemple, de 60 ans, une durée de vie moyenne, je dirais, et voir ce que ça signifie. Pour ce faire, on a étudié, excusez-moi, il nous a été demandé de faire le bilan énergétique d'un bâtiment en production, en cours d'élaboration. Donc on est dans une phase de mise à l'enquête. C'est un petit bâtiment de 3 à 4 niveaux qui servira de foyer à des jeunes à Lausanne. On a une surface de référence de plus de 1000 mètres carrés. Et puis, on s'est amusé à calculer l'énergie nécessaire au chauffage, ici dans les colonnes de gauche, et puis à droite, l'énergie grise nécessaire à sa réalisation. En bleu clair, la construction en bois, et puis en bleu foncé, en béton. C'est tout compris, hein, c'est les fenêtres, les revêtements intérieurs, les fondations, etc. Et on se rend compte que dans les années 70-80, ça ne servait pas à grand-chose de parler d'énergie grise parce que l'énergie n'était pas chère et on consommait beaucoup d'énergie à chauffer les bâtiments. Mais aujourd'hui, on voit que pour un bâtiment, même dès 2010, même standard, on est pour une durée de vie de 60 ans, on est dans les mêmes ordres de grandeur. Donc l'énergie grise aujourd'hui devient significative
en termes de réflexion et de savoir comment on doit réaliser ces bâtiments. On voit ici un petit agrandissement sur le dernier graphique, et on voit qu'en fonction de l'exigence, soit si vous construisez aux limites légales ou bien en Minergie-P, on a même, si on est Minergie-P, on peut être aussi Minergie+. On voit que l'énergie grise, là, elle prend une valeur significative dans ce bilan-là. La même chose pour la consommation de CO2, c'est relativement affine avec l'énergie grise. La production de CO2 est relativement dans les ordres de grandeur identiques à l'énergie grise. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de la pratique, de notre pratique, on a développé un petit outil de conception sans prétention. De nouveau, moi, je ne suis pas un spécialiste de l'énergie grise, je suis un spécialiste de la construction. Mais il nous fallait un outil simple pour évaluer nos constructions. Et on s'est basé sur les données de la Confédération, de la KBOB. Hein, c'est des données neutres émises par la Confédération qui donnent des valeurs moyennes pour les matériaux. Parce qu'il faut savoir que si vous faites un bilan énergétique complet sur un bâtiment, il faut savoir exactement d'où vient la grave du béton, d'où vient le bois, etc. Et ça, c'est impossible de faire de façon prédictive. Mais nous, on s'est basé sur des valeurs moyennes, ce qui nous permet d'avoir quand même une bonne idée de ce qui se passe. Donc nous avons nos éléments, nos compositions types, qu'on va analyser en fonction de l'énergie grise, les émissions de CO2, les capacités de stockage de CO2, et puis les points environnementaux. Tout ça, donc, c'est des calculs objectifs dont des critères ont été indiqués par la Confédération. Alors, on a un étalon, par exemple pour les dalles en béton. Pour les dalles, en fait, on a un étalon. Donc, il est évident qu'on va comparer ce qui est comparable. Et lorsqu'on compare une dalle en béton, on sait qu'avec le bois, on va devoir rajouter des couches d'alourdissement. Et c'est le cas ici. On va aussi tenir compte de ces couches d'alourdissement dans le bilan énergétique. Je vous ai montré avant une dalle massive qui n'est peut-être pas la solution la plus intelligente quand on a des épaisseurs importantes, 24-25 cm, mais qui, à contrario, deviennent extrêmement intéressantes et performantes, comme dans ce bâtiment-ci. On avait des portées de 3,50 m et une dalle porteuse de 10 cm seulement. Donc on voit que c'est une solution qui est extrêmement performante. Un autre type de solution, c'est de travailler avec des dalles mixtes. Et là, c'était aussi intéressant de voir quelle est l'incidence du béton et de l'armature de ce béton sur le bilan. Je passe un peu plus vite. C'est une solution que nous avons beaucoup utilisée. On pourrait dire qu'on a vraiment posé des milliers de mètres carrés de ce type de construction, surtout dans l'industriel, mais aussi dans les écoles et puis dans les foyers. Et puis encore une autre solution de plancher, où on a des caissons préfabriqués qui sont alourdis avec du sable et qui permettent d'économiser en fait la matière. On a la partie centrale, elle est creuse, et ce qui permet d'utiliser moins de bois pour effectuer les mêmes portées. Et puis une dalle en bois massif. Voilà le résultat. Donc vous voyez ici à gauche l'énergie grise, et puis vous avez depuis la gauche vers la droite, vous avez les dalles en béton, le plancher massif toute hauteur, ensuite en troisième la dalle mixte bois-béton, le plancher en caisson et le plancher en bois massif. Et on voit qu'en termes d'énergie grise, c'est assez intéressant, le plancher massif consomme un tout petit peu plus d'énergie grise que la dalle en béton. Mais attention, on parle de quelle énergie? Vous avez vu dans l'exemple précédent, c'est l'énergie qui découle de sa propre production, c'est une énergie renouvelable. En béton, vous n'avez pas de source d'énergie renouvelable aujourd'hui qui fabrique du ciment ou du béton. Et on voit ça traduit en fait dans l'émission de CO2, même dans la solution qui est la moins optimale, en bois, on est largement supérieur en termes d'émissions de CO2 que la dalle en béton. Et puis après, on s'améliore, on peut aller jusqu'à 3 fois moins d'émissions de CO2 pour une dalle en bois que pour une dalle en béton armé. Donc, et puis le stockage de CO2, je tiens à préciser que les kilos de CO2 économisés, stockés, ils sont calculés de façon exacte. Ce n'est pas la tonne au mètre cube, mais c'est un ratio avec le poids du bois, en fait, la masse du bois.
Voilà, on a fait la même chose. Je ne rentre pas trop dans le détail, mais c'est surtout les graphiques qui sont intéressants. Mais on a fait la même chose pour des façades. Le premier exemple ici, c'est des façades de villa avec des dalles, des murs en béton et puis un revêtement en béton de type préfabriqué. Vous savez, ces façades qui sont pas mal à la mode. Et je tenais à vous montrer là l'exemple ici, c'est que pour la colonne tout à gauche, c'est une façade en béton avec un bardage en BFUP. Et vous voyez l'explosion de l'énergie grise et l'explosion d'émissions de CO2. Voilà. Ce que je veux dire, le temps, j'ai encore 1 minute, 2 minutes 2 minutes. Je vais raccourcir un peu le discours, mais ce que je veux dire avec ces graphiques, c'est qu'il y a des bonnes solutions et des très bonnes solutions avec le bois. Mais on ne peut pas dire que forcément la solution bois est optimale automatiquement, mais que c'est vraiment une recherche de dire quelle est la meilleure solution. Et ça, c'est quelque chose qui se calcule, qui se travaille, qui se conçoit, comme quand on doit dimensionner la structure ou quand on doit estimer son coût. Et puis, vous me direz, mais oui, où est le potentiel ? Aujourd'hui, ce genre de bâtiment, nous sommes en train de planifier cette série de bâtiments. Ce sont 3 immeubles de 6 niveaux qui sont entièrement réalisés en bois. La cage d'escalier, cage d'ascenseur est en bois également. Donc vous voyez là qu'il y a d'énormes potentiels. Et puis, hop, mais on a aussi des petits immeubles. Ça, c'est un immeuble en bois avec une isolation périphérique en bois. Donc on voit qu'on peut réaliser ces choses-là aujourd'hui de façon assez courante. Pour celui qui avait encore un doute, juste encore la dernière image, on peut aussi utiliser des façades en bois et aussi dans un milieu urbain. Moi, je prétends que ce type de façade, c'est un bardage en bois qui est traité ou peut-être même pas traité, il est pré-grisaillé. Il présente une émission d'énergie grise 3 fois inférieure à un béton préfabriqué. 3 fois, et la même chose pour l'émission de CO2. Donc, franchement, il y a vraiment à développer. Là, il y a un potentiel énorme. Et puis, la conclusion, c'est de dire quelles sont les voies de recherche et de développement aujourd'hui pour diminuer encore cette énergie grise. La première, c'est l'utilisation de bois massif. On voit que cette crèche, on l'a réalisée avec une couverture en bois. On a principalement utilisé du bois massif à l'intérieur, donc on divise aussi la consommation d'énergie. D'utiliser du frêne ou du hêtre, comme ici avec des solutions Fagus. C'est la salle de conférence de la Banque Raiffeisen à Hassan. Ce sont des porteurs en frêne. On peut diminuer les sections et valoriser une essence qui aujourd'hui trouve plutôt preneur dans le bois énergie. D'utiliser une ressource très peu énergivore, c'est la terre crue qu'on peut utiliser en collaboration avec le bois parce qu'elle amène énormément d'inertie thermique et aussi d'hygrométrie. Ça, c'est le bâtiment, la Maison de l'Environnement à Lausanne. Et puis, notre espoir, c'est qu'il se réalise déjà, c'est que de plus en plus de grandes entreprises, de grandes sociétés, elles veulent construire en bois parce qu'elles ont compris ce message que j'ai tenté de vous présenter aujourd'hui. Construire en bois, c'est écologique, c'est durable, c'est un avenir. Et ils construisent leurs bâtiments de référence, leur siège, avec ce matériau. Voilà, je vous remercie. J'ai dépassé un petit peu le temps, je suis désolé, mais j'avais beaucoup de choses à dire. Et vous voyez, c'est un sujet qui est passionnant et on n'est qu'au début du développement. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi, peut-être tout à l'heure avec les questions. Merci. Merci à Reto pour son exposé. On a dit tout à l'heure que la fabrication de panneaux en fibre de bois s'était arrêtée en 2019 à Ham, chez Pavatex, une entreprise audacieuse et active depuis plus de 100 ans dans l'industrie du bois, autant en Suisse qu'en Europe, y croit. Et j'aimerais donner la parole à Yvan Pahu, le responsable des ventes pour la Suisse romande, qui est également président de l'IGNOMVO, un peu de politique aussi, puisqu'il est conseiller national et municipal de la commune de Sainte-Croix, accessoirement entrepreneur forestier. Merci Yvan pour ta présentation.
Merci Michel. Mesdames, Messieurs, c'est un énorme plaisir que de pouvoir m'exprimer devant vous aujourd'hui et vous dire, chers amis du bois, ce matériau qui me tient particulièrement à cœur. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est une journée pour moi dédiée au bois, puisque ce matin, j'avais l'honneur avec l'Ignumvo de donner une conférence de presse pour l'utilisation du bois baustriché dans les forêts vaudoises, pour vous parler en début d'après-midi des panneaux en fibre de bois suisse. Et ensuite, en fin d'après-midi, je participerai à l'Assemblée générale de la plateforme vaudoise du bois. Donc voilà, une bonne journée, mais ça me fait extrêmement plaisir que de pouvoir m'exprimer devant vous. Juste pour vous présenter quand même l'entreprise Schilliger, c'est quand même 340 employés sur 3 sites de sciage, 2 sites de production et avec cette nouvelle ligne de production de panneaux de fibre, un 3e site. Nous sommes labellisés Bois Suisse sur l'entier de notre production. C'est environ 500 000 mètres cubes de bois qui sont sciés sur nos sites de sciage. Et puis, ça correspond à environ 1200 mètres cubes par jour. Bien sûr, nous produisons du bois massif, du bois collé, du lamellé collé, du CLT, donc c'est les panneaux multicouches, du bardage de façade et également de la production d'énergie, puisque nous transformons actuellement toutes les plaquettes en énergie. Nous envoyons de l'eau chaude quasiment jusque dans le canton de Zurich. Et puis, voilà, c'est aussi une façon de valoriser nos produits avec cette construction d'usines de panneaux de fibre. Je crois que vous l'avez souvent entendu lors de ce salon, mais la meilleure des énergies, et surtout la moins chère, c'est celle que nous ne consommons pas. Et je crois que la construction et surtout la rénovation des bâtiments, nous avons une part à jouer de la transition énergétique avec l'isolation de nos bâtiments, et le bois en fait partie. Ça a été rappelé en préambule, mais il y a différentes sources pour fabriquer des panneaux isolants. On a bien sûr la laine de verre, on a la laine de pierre, on a le polystyrène à base de pétrole, on a la laine, on a la paille, mais on a également le bois qui est une ressource locale. Et c'est vrai que c'était rappelé dans les différents exposés avant, la forêt stocke du CO2. Et la meilleure façon de garder ce stockage, c'est de valoriser le bois jusqu'au bout sans le brûler. Brûler du bois, c'est une source d'énergie locale aussi, et j'en fais la promotion, mais ça doit être le dernier recours de cette énergie. Donc voilà, on va passer dans le vif du sujet. L'entreprise Schilliger, suite à la disparition de la fabrication en Suisse par Pavatex en 2019 sur le site de Cham, également rappelé qu'il y avait aussi une usine à Fribourg qui a fermé ses portes en 2014, qui fabriquait également du panneau de fibre de bois, a décidé de se relancer. C'est un défi, c'est plusieurs dizaines de millions de francs qui sont investis pour produire du panneau de fibre de bois avec du bois suisse, mais en Suisse. Aujourd'hui, on trouve sur le marché, c'est évoqué, certaines marques qui, alors est-ce que c'est l'entier de leur production qui est dans ce sens-là, je ne peux pas le garantir, mais qui disent on utilise du bois suisse pour des panneaux de fibre, mais nous, on veut vraiment le produire ici. On pense que c'est en travaillant avec un circuit court, d'utiliser la valeur ici, le travailler là, leur fournir de les constructions suisses, qu'on peut avoir le meilleur bilan CO2. Donc voilà, un petit peu schématiser le processus de fabrication du panneau de fibre. La forêt, les centrales de chauffe, c'est le bois énergie qui vient directement depuis la forêt. Et puis la scierie qui produit, je passe assez rapidement, mais sur le slide suivant, le produit principal, tout ce qui est planche destinée à la construction, lamellé collé, CLT, bois massif, bois raboté, qui représente 52% de rendement. On a 9%, c'est les planches de DOS. Celles-ci, elles sont principalement utilisées dans la caisserie, mais également dans les CLT.
Et puis, on a ces produits connexes, comme les plaquettes, qui représentent 39% de la valeur du bilan. Et c'est cette marchandise-là qui, aujourd'hui, est difficile à valoriser sous d'autres formes que le bois énergie. Donc, l'augmentation du rendement des produits principaux est une approche, soit la valorisation des résidus de bois en est une autre. Aujourd'hui, si on veut construire et rénover les bâtiments, eh ben, je l'ai évoqué avant, on utilise différentes sortes d'isolation et le bois a sa place avec la valorisation de ces plaquettes forestières. Nous avions à la base l'envie de construire l'usine de panneaux de fibres sur le site de Perlen, à côté de l'usine de fabrique de papier, la Perlen Fabrique, ce qui nous permettait de valoriser nos produits de plaquettes et également les produits que la fabrique de papier ne pouvait pas valoriser de le papier. Les procédures ont été tellement longues, et il faut aussi le rappeler qu'en Suisse, c'est difficile pour la première et la seconde transformation de pouvoir se développer. Nous n'avons pas les mêmes moyens que certaines marques d'horlogerie de pouvoir acheter du terrain, donc c'est extrêmement difficile. Le chantier, les procédures ont pris 1 année et demie de retard. Il y avait des surcoûts parce qu'en zone industrielle en Suisse, on doit consacrer tant de surface en partie verte. Il y avait également un crapaud qui passait par là, donc il y avait une plus-value de 300 000 francs pour faire passer ce crapaud sous la route. Donc finalement, on a dû renoncer à construire sur le site de Perlen et on a enfin trouvé une parcelle sur la commune de Kustnacht-am-Rigi, soit la commune où on a le sillage, mais pas, hélas, à proximité de notre production, puisque nous sommes entourés de zones agricoles. Voici le procédé de fabrication des panneaux en fibre de bois. Alors, je ne suis pas un spécialiste. S'il y a des questions extrêmement techniques, je ne pourrai pas vous y répondre. Mais voilà quand même le processus. Donc, c'est des plaquettes de bois qui sont défibrées. Ensuite, ces fibres sont séchées. Ça produit de la vapeur d'eau, ce qui permet aussi d'encoller le panneau. Ensuite, il y a un pré-pressage qui est fait. Le pressage du panneau, il est débité sur mesure, profilé, puisqu'on a aussi des éléments avec des languettes. Et puis ensuite, tout ce qui est expédition. Ce qui est planifié, voilà, bon, ça c'est l'emplacement, on y passe un petit peu vite. Mais voilà, en gros, l'usine, c'est 6 000 m² de construction avec des silos pour la vapeur, pour l'encollage et puis tout ce qui est processus de fabrication. Voilà, quelques images, c'est quand même assez impressionnant. Donc, début de cette année, nous avons procédé aux travaux de fondation avec les pieux. Nous avons débuté lors de ce mois les travaux vraiment dits de génie civil, et puis construction, et puis le but c'est qu'on puisse sortir fin de l'année prochaine les premiers panneaux en fibre de bois labellisés bois suisse de notre usine. Ça, c'est quelques données techniques pour les professionnels avec les différentes épaisseurs qui vont être utilisées. On ne réinvente pas la roue, on utilise beaucoup ce que font nos concurrents. Et puis, voilà, 2-3 données techniques, je pense que ça, c'est parlant. Et puis, bien sûr, il faudra qu'on trouve des parts de marché. Ça ne va quand même pas être facile. C'est pour ça que je disais au début que c'est quand même un défi pour l'entreprise Schilliger de construire cette usine. Mais on pense que le consommateur, les constructeurs, les maîtres d'œuvre sont quand même sensibles à utiliser un label bois suisse. On l'a vu déjà avec le label bois suisse, tout ce qui est lamellé collé. Si le client il a le choix, moyennant un prix qui est quand même compétitif, il utilise le bois suisse. Et je pense que c'est tout à notre honneur. Donc on espère que le marché soit au rendez-vous. Trouver aussi du personnel qualifié pour faire fonctionner notre usine. Donc voilà les prochains défis qui nous restent.
Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. C'est comme au Parlement, il y a un chronomètre. Il me semble que j'ai pas mal respecté, Michel. Et puis à disposition pour vos questions. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Et puis vive le bois suisse. Merci Yvan. Alors merci à Yvan Pahu et puis bienvenue à l'entreprise Schilliger SA lors du prochain Salon Bois qui est un exposant régulier et fidèle. Et je pense que tu pourras prendre tes précommandes pour 2026. Voilà, alors merci à nos 3 premiers intervenants. Maintenant, on va faire une petite pause pour vous permettre une visite du salon Energissima. Et je vous donne rendez-vous à 14h20 ici. Ensuite, nous entendrons la fabrication et la diffusion du pellet fribourgeois et puis réalisation de projets communaux concernant l'énergie, avec l'exemple de la commune Rossinière. Alors, merci de votre attention. À tout à l'heure, soyez présents précisément à 14h20. On lancera un petit appel au micro général pour vous rappeler d'être là à 14h20. Merci et puis merci à nos 3 intervenants. Mesdames et messieurs, nous allons continuer notre conférence et nous allons parler fabrication et diffusion de pellets avec le modèle fribourgeois. Il s'agit ici de démontrer le fonctionnement de l'économie de proximité, le circuit court pour les puristes. On fabrique et on diffuse à la sauce fribourgeoise. Et pour que celle-ci prenne, il nous faut des entrepreneurs comme Ismaël Mivla, directeur de Mivla Bois au Mouret, représentant ici la 3e génération des Mivla au service du bois et ses dérivés dans le canton de Fribourg. Merci à Ismaël de nous expliquer le parcours vertueux du pellet fribourgeois. Merci. Voilà, bonjour à tous. Merci beaucoup déjà Michel pour l'invitation pour participer à cette conférence. Donc effectivement, aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter un petit peu le modèle fribourgeois pour la fabrication et la distribution de pellets. Donc tout d'abord, je vais vous présenter un petit peu l'entreprise familiale. Comme l'a dit Michel, je représente aujourd'hui la 3e génération, donc ça vaut la peine un petit peu de présenter l'entreprise. Je vais vous expliquer comment on a commencé aussi l'aventure, comment sont produits les pellets, les avantages, bien évidemment, comment ils sont distribués, et on finira avec une petite conclusion et des questions à la fin de la conférence. L'entreprise familiale, donc Mivla Bois SA, a été fondée en 1945 par mon grand-papa Armand Mivla au Mouret. Donc ici, on voit la scierie d'origine. Le pointeur ne fonctionne pas. Donc la scierie d'origine qui utilisait l'énergie hydraulique du ruisseau qui passe juste à côté pour alimenter les installations. Mon papa a repris l'entreprise en 1959 suite à un incendie qui a mis l'usine à zéro. Donc on a eu un immense incendie qui a tout rasé. Et puis ici, c'est les images de la reconstruction. Donc on voit la partie, il y a juste ici les piliers en béton qui sont en train d'être refaits et remis en place. Ici, mon papa, justement, qui reconstruit l'usine de ses propres mains. Donc ici, le coulage des piliers en béton en 1959. Oui, il y a un petit air de famille, je sais. Reprise donc en 1959, mon papa a développé la raboterie. Donc raboterie, c'est après la scierie. Il n'a pas redéveloppé la scierie parce qu'on avait déjà passablement de scierie dans le canton de Fribourg. En 1985, il a mis en place une première chaîne pour le vernissage avec des produits pour l'intérieur, notamment des vernis incolores, des vernis teintés brun, vert, jaune, rose et vert, et aussi des produits pour la façade avec notamment les produits Arbezol. En 1979, il a développé la fabrication de panneaux massifs collés qui existe toujours aujourd'hui. On n'est plus beaucoup en Suisse, mais il y a la maison Schilliger, il y a la maison Traxel, et puis on a encore 2 autres sur le marché suisse. 1985, donc la première chaîne de vernissage pour tout ce qui est traitement de surface pour la façade, qui représente aujourd'hui le plus gros de notre marché. Et en 2005, donc la mise en route de la première presse à pellets, la première de petit format en Suisse romande.
En effet, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de pellets encore, on ne parlait pas de ce produit sur le marché. Et la seule grosse installation en Suisse, c'était chez Vecra Paletten, qui recyclait leurs sous-produits de la fabrication de palettes pour faire du pellet d'industrie. C'était du pellet qui était un peu plus gros que celui qu'on fait actuellement. C'était du 10 mm de diamètre. Aujourd'hui, on produit du 6 mm de diamètre. Cette petite presse a été développée par un ingénieur suisse qui était à Soleure. Et on avait demandé une installation qui puisse produire environ 200 à 300 kg de pellets à l'heure, ce qui représentait un petit peu nos capacités en sous-produits de l'époque. Et une fois que toute l'installation fonctionnait, on a constaté qu'on arrivait à 500 kg au lieu des 250 prévus. Du coup, on a investi ensuite dans la chaîne d'approvisionnement pour aller chercher des copeaux chez des charpentiers, chez des scieries avoisinantes pour pouvoir faire tourner la presse à plein régime. Une particularité, on produit des pellets sans liant, donc on ne rajoute pas d'amidon ou de maïs dans la fabrication du pellet. En 2012, on a repris une installation de l'entreprise Ménétret. Ménétret était aussi une raboterie comme nous, qui est située au Mont-sur-Lausanne. Et M. Christian Ménétret a décidé d'arrêter son activité et nous avons racheté une partie des machines pour développer notre marché de la raboterie et reprendre une partie de son marché également. Et du coup, on a dû avoir une réflexion sur ce qu'on allait faire sur les sous-produits qui allaient s'ajouter à notre production actuelle. Et c'est pour ça qu'en 2015, on a mis en route une deuxième presse à pellets. Cela coïncidait en même temps avec l'arrêt de l'usine Pavatex à Fribourg. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'investir dans une installation assez importante pour pouvoir reprendre une partie du marché de la matière, des sous-produits sur le canton de Fribourg. Voici donc la nouvelle installation. C'était un défi technique parce qu'on n'avait pas de local dédié. On a dû arrêter un séchoir qui était d'environ 25 mètres carrés de surface au sol pour y insérer cette presse qui produit aujourd'hui 1200 kg à l'heure. Ici aussi, un petit peu d'innovation. On a développé un sécheur à plaquettes avec une installation française, avec un fond mouvant perforé afin de sécher la plaquette et un échangeur de chaleur qui récupère la chaleur après le séchage des plaquettes. Ici, l'installation vue de l'extérieur. Donc, on a une remorque en jaune avec laquelle on va chercher de la plaquette dans le canton de Fribourg. Et puis, en dessus de la remorque, vous voyez toute l'installation de filtration, ventilation, aspiration et échangeur de chaleur. Et sur la droite, le silo en métal qui contient une semaine de production de nos pellets. En 2024, donc cette année, l'entreprise Gaillard Combustible à Marly nous a approchés, car l'entreprise Gaillard fait essentiellement de la distribution de combustibles fossiles et décide de se réorienter vers du durable. Il nous a demandé s'il y avait une possibilité de collaborer, ce que nous avons bien entendu accepté vu la proximité de nos deux entreprises et puisqu'il s'agit également d'une entreprise familiale de 3e génération. Voici aujourd'hui notre entreprise. Donc c'est plus de 6 000 m² de panneaux solaires, environ une installation d'environ 1 giga de production qui permet d'alimenter 40% de notre consommation. Tout au milieu, sur la droite, vous voyez la maison familiale d'origine qui est toujours louée aujourd'hui par ma sœur. Comment avons-nous commencé l'aventure ? En 2005, il n'y avait pas de marché pour les pellets. L'évacuation des copeaux coûtait cher et nous coûtait à l'entreprise environ 50 000 francs par année. En faisant du produit raboté, en fabriquant de la lame de façade, on produit de la sciure, on produit des copeaux. On utilise une grande partie de ces copeaux pour notre propre chauffage. L'hiver, il n'y avait pas de problème, mais l'été, le papa avait l'habitude de chauffer sa ville à 25 degrés en plein été pour essayer de faire diminuer le silo, car si le silo était plein, toute la production était arrêtée. Donc les copeaux étaient revendus pour l'industrie de la fibre, notamment Pavatex à Fribourg et Chop à Butisholz. En 2005, après la mise en route de la première presse, la demande augmente exponentiellement. En 2008, la production est augmentée avec l'achat d'une remorque aspirante qui nous a permis justement d'aller chercher des copeaux aux alentours dans le canton de Fribourg. Petite précision, quand on a commencé en 2005, on n'avait qu'un seul client, c'était M. Olivier Bise, qui a vendu sa société Obise SA maintenant à Énergie 360. Et en 2015, suite à la fermeture de Pavatex, les investissements sont faits pour reprendre une partie de ce marché des sous-produits
de l'industrie uniquement dans le canton de Fribourg. Ici, le chargement de l'époque, on avait des caisses en bois que vous voyez ici sur l'élévateur latéral qu'on soulevait par-dessus le camion. Chaque caisse pouvait contenir environ 2 tonnes de pellets. On avait d'abord 5 caisses, puis 8 caisses, puis à la fin 18 caisses qu'on stockait dans toute l'entreprise pour pouvoir produire jour et nuit et toute la semaine. On avait jusqu'à 3 jours de production qu'on pouvait stocker dans ces caisses. Le chargement était relativement fastidieux, aussi un petit peu dangereux, il faut le dire. Mais voilà, à l'époque, il fallait faire comme on pouvait. Comment sont produits les pellets? Donc, sur la droite, vous voyez justement la remorque aspirante qui est tractée par un tracteur. On utilise la prise de force du tracteur qui fait fonctionner l'aspirateur. Et puis, avec cette remorque, on va aspirer les copeaux dans la région. Ensuite, ces copeaux sont acheminés chez nous, vidés dans une trémie et stockés dans un silo. Environ 15% de la matière première se trouve sur notre site, donc c'est nos propres sous-produits. On a des copeaux de rabotage qu'on va acheter notamment chez Yerli au Pratsé et puis chez Despont à Bulle, qui représentent environ 60%. Et le sol, c'est de la plaquette de scierie. Donc pour les déplacements, on va, comme je l'ai dit, chez Yerli qui est à 3,6 km de chez nous, chez Despont à 19 km, chez Samva à 37 km et chez Mivla Technique, mon frère Aubry, à 13 km. On part d'un produit, donc soit de la sciure, soit de la plaquette. La sciure est déjà prête, on a juste à la moudre dans un moulin à marteau, parce qu'elle est déjà assez fine, tandis que la plaquette, on doit la sécher pour atteindre un degré d'hygrométrie d'environ 10%. C'est pour ça qu'elle passe sur un fond mouvant qui est perforé, dans lequel on va insuffler de l'air chaud pour faire sécher cette marchandise. L'air chaud est filtré, récupéré et réinjecté dans le circuit pour éviter des pertes d'énergie. Ici, le cœur de la presse. Donc, vous avez sur la gauche la presse elle-même. Donc, c'est un anneau qui est perforé sur les côtés avec 2 rouleaux au milieu. Les copeaux sont injectés au milieu, c'est l'anneau qui tourne et puis la matière est pressée sur les côtés de la presse. Au milieu, vous voyez l'intérieur, donc on a justement un peu de bois qui est compressé sur la filière. Et puis à droite, on voit cette filière perforée avec la sortie des pellets. Ensuite, les pellets sont refroidis, on les époussière, donc on enlève la poussière et ils sont transportés jusque dans le silo. Toutes les poussières sont récupérées et sont réinjectées dans le circuit. Ensuite, on les stocke justement dans un silo métallique qui est pourvu d'une trémie au fond. Et puis, quand on charge le camion, on refiltre une fois la poussière qui est réinjectée dans le circuit pour avoir un minimum de poussière dans le camion. Nos pellets sont soumis à une norme, donc on est normé EN plus A1. On contrôle la densité, la résistance mécanique, la longueur, l'humidité et l'aspect visuel. 3-4 fois par jour, la production est surveillée. On doit contrôler également pour chaque chargement de camion la qualité de nos pellets. On a un échantillon de référence qu'on garde précieusement pendant plus d'une année. Et puis on a un contrôle annuel du laboratoire autrichien Holzforschung Austria qui vient chaque année faire un prélèvement, contrôler les protocoles de contrôle. Et puis la Confédération nous contrôle également 2 fois tous les 2 ans en venant prendre un échantillon. Ah, j'ai oublié de faire défiler la présentation. Voilà. Quels avantages ont les pellets, ou plutôt nos pellets? Donc, premièrement, fabrication 100% fribourgeoise. La matière première sur place disponible et à moins de 30 km à la ronde. On fait marcher l'économie, bien entendu, de toute une industrie du bois fribourgeoise. Aujourd'hui, les chaudières sont simples d'utilisation. Le stockage de pellets aussi. C'est une énergie renouvelable, neutre en CO2, comme on a pu le voir dans les graphiques précédents. Et l'approvisionnement est sûr et des prix sont stables. Aujourd'hui, en Suisse, on est environ 17% d'importation et ce chiffre diminue chaque année. Quelques chiffres de notre organe fêtier pro-pellet. Donc, pour 10 kW, il faut compter environ 2 kg de pellet. Ça fait un équivalent d'1 litre de mazout ou bien d'1 mètre cube de gaz naturel. Concernant l'évolution des prix, donc là, on voit que les prix du pellet en vert sont relativement stables, mais sont surtout en dessous de tous les autres prix. On a une évolution en 2022 qui a suivi un petit peu l'inflation, plutôt la spéculation des énergies de manière générale. C'est surtout dû au fait que la Confédération, plutôt le Conseil fédéral, a demandé aux gens de faire le plein d'énergie
un moment T, et puis tout le monde a commandé en même temps toutes les énergies, et on a subi cette hausse, mais maintenant les prix sont de nouveau stabilisés. Et avec l'hiver doux qu'on a eu, à l'exception de cette semaine, on aura des prix qui sont relativement bas pour ceux qui feront le plein cet été. Charge écologique, donc ici on a un graphique qui montre que les chaudières à pellets en fait se situent très bien en matière écologique. Donc là c'est un graphique qui a été édité par la KBOB, c'est la Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d'ouvrage publics. Avant que vous me posiez la question. Les éco-points, donc c'est la troisième colonne de droite. Là aussi, ça quantifie la charge environnementale résultant de l'utilisation des ressources énergétiques, de la terre, de l'eau douce, des émissions de l'air, de l'eau et du sol, ainsi que l'élimination des déchets. Donc on voit qu'ici, les plaies sont vraiment très bien placées, même équivalent avec les pompes à chaleur sans géothermique. Pour rappeler le processus, donc on part de la forêt. Comme on l'a expliqué avant, ça passe en scierie et la première chose qu'on essaie de faire avec le bois, c'est de le mettre en œuvre dans du meuble, du bois de construction, vraiment d'utiliser la matière première pour garder son aspect de stockage du CO2. Et puis une partie finira forcément en sous-produit et sera produite soit en chaleur directe, soit en pellet qui nous permet de distribuer dans toute la Suisse. On a une production d'environ 5000 tonnes par année, donc ça représente 2100 tonnes de mazout économisées, 6700 tonnes de CO2 neutralisées et environ 1100 ménages chauffés pendant une année. Très peu d'énergie grise, grâce notamment à notre centrale photovoltaïque pour tout ce qui est vraiment l'énergie liée à la production. Le séchage des plaquettes à l'aide de notre propre chauffage et des distances de transport très limitées. Chaque tonne de pellet, on peut le dire, a parcouru environ 5 km départ chez nous. Et en jetant 5 km pour la livraison, on arrive à un produit qui a parcouru en moyenne une dizaine de kilomètres par tonne. Pour la distribution, c'est un camion, le même style qu'on utilise pour le mazout, donc c'est une citerne. On peut charger un camion jusqu'à 18 tonnes, ça dépend de la configuration du camion. Ici, on le charge par le dessus. On charge par le dessus avec un tuyau et puis on récupère les poussières. Et lors de la livraison, là aussi la même chose, on a toujours deux entrées dans un silo à pellets, une entrée et une sortie. Donc on va injecter dans l'entrée, à la sortie on va récupérer la poussière. Ici schématiquement, donc on a le camion qui va mettre les pellets dans le silo. Ensuite on a l'installation de chauffage qui va chauffer un ballon combiné qui permet de faire non seulement du chauffage, mais également chauffer l'eau sanitaire. Les pellets du Dzodze, donc du bois de chez nous, pour du chauffage chez vous. Merci beaucoup pour votre attention. Et si vous avez des questions, je suis à disposition à la fin de la conférence. Merci. Merci Ismaël. Donc, comme convenu, on passera aux questions après la dernière conférence. Merci, je suis très fier de vous et de la famille. Et maintenant, réalisation de projets communaux visant l'indépendance énergétique et la neutralité carbone avec le concours de la société Inergia, exemple la commune Rossinière. Alors, j'ai le plaisir de donner la parole à M. Frédéric James Gentizon de la société Inergia qui a su fédérer son réseau pour aboutir à un projet concret de production à base de bois avec un mix de chauffage et cogénération. Associé investisseurs et caisses de pension avec les pouvoirs publics, et l'ingénierie est un défi magnifique auquel M. Gentizon a su répondre avec Jean-Pierre Neff, syndic de Rossinière, accessoirement charpentier et président du groupement forestier du Pays d'en Haut, qui est quand même fort de... Ah bon. Nous avons là un duo magnifique pour nous expliquer cette nouvelle pratique en matière d'énergie. Vous avez la parole. Je ne sais pas si ça... C'est tout bon. Merci. Alors voilà. Bonjour, mesdames et messieurs. Je préfère prendre le micro parce que je suis un peu un bougillant, moi, donc c'est plus simple. Je vous remercie à tous de nous avoir invités là pour cette présentation et puis je vais tâcher d'aller
assez rapidement dans la présentation générale du modèle Inergia, qui s'adresse, comme vous l'avez vu, aux communes pour réaliser leur transition énergétique. Et puis ensuite, comme témoignage, on aura Monsieur Jean-Pierre Neff, syndic de Rossinière, qui va faire le témoignage par rapport à Rossinière. Donc, comme son titre l'indique, ce qu'Inergia propose, elle propose à toutes les communes de se grouper avec leurs citoyens pour pouvoir produire et distribuer sur leur territoire communal l'énergie dont ils ont besoin en produisant l'énergie sur le territoire communal avec les ressources communales. En fait, comme vous le voyez, on a besoin finalement, si on veut se passer du pétrole, de deux types d'énergie uniquement. C'est l'énergie, bien évidemment, thermique pour faire du chaud et du froid, et puis l'énergie électrique. Et puis d'un autre côté, on a des ressources énergétiques primaires locales. C'est-à-dire que vous avez le soleil, comme on le voit, le soleil qui va permettre, souvent quand on parle de soleil, tout le monde pense à panneaux photovoltaïques jusqu'à présent. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le soleil, c'est nécessaire, c'est l'énergie qui est nécessaire pour transformer avec, comme vous le savez, avec la photosynthèse, avec de l'eau et du CO2, c'est nécessaire pour faire la biomasse végétale. Tout ce qui est végétal, c'est-à-dire à commencer par le bois, à commencer par la nature, comme vous le savez, s'il n'y a pas le soleil et la photosynthèse, vous n'avez absolument pas de vie. Donc, à partir de cette biomasse, puisqu'on parle de bois précisément ici, vous savez que le bois, finalement, c'est de l'énergie en bouteille. Donc, à partir de ce moment-là, plutôt que de brûler simplement le bois ou de faire du biogaz, on va l'utiliser pour pouvoir faire simultanément, et surtout l'hiver, de la cogénération, c'est-à-dire de brûler ce bois pour en faire de l'électricité avec ce qu'on appelle des coupes chaleur-force. En même temps, on va récupérer cette chaleur pour l'énergie thermique. Ensuite de ça, on a également tout ce qui est biogaz, avec les déchets végétaux, tout ce qui est également biocombustible, parce qu'il ne faudra pas rêver, on ne va pas pouvoir tout transformer en électricité, donc il faudra aussi, à partir de cette biomasse, pouvoir transformer et de faire des biocombustibles. Donc ça, c'est la principale énergie qu'on peut utiliser du soleil. Ensuite de ça, avec l'énergie solaire, bien évidemment, on peut faire de l'électricité avec des panneaux photovoltaïques et puis de la chaleur avec des capteurs thermiques. Ça, c'est la première des ressources. La deuxième des ressources, c'est les forces de l'eau et du vent. C'est-à-dire qu'avec les forces de l'eau, on peut transformer évidemment ça en énergie électrique et puis également avec les forces du vent, donc l'éolien. Tout le monde se rappelle des moulins à vent de nos ancêtres ou bien des moulins à eau. Et puis la troisième des ressources, c'est la récupération thermique. Grâce à cette technologie des pompes à chaleur, des multiplicateurs d'énergie, on peut aller récupérer de l'énergie thermique dans l'eau, dans le sol et puis dans l'air. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que sur toute la planète, mesdames et messieurs, sur toute la planète, vous avez également ces ressources énergétiques renouvelables et illimitées. C'est exactement dans des proportions différentes, mais vous avez la même chose sur toute la planète. Quand on parle d'énergie fossile, à savoir le charbon, le pétrole, le gaz et même les schistes bitumineux, il ne faut pas oublier que c'est uniquement cette biomasse qui en fait c'était de la biomasse organique qui s'est décomposée pendant des centaines de millions d'années. Puis ça a été plus simple jusqu'à présent, on a été un petit peu flemmard, on s'est dit on va taper dans cette énergie, puis certains ont dit en plus comme elle est sous nos pieds, c'est à nous. Donc voilà, donc c'est un truc simple, on se dit l'énergie finalement elle existe partout, sur tous nos territoires. Peut-être juste une petite vidéo là qui va... Pour atteindre l'indépendance énergétique et la neutralité carbone, les communes ont enfin une solution concrète. Inergia. De la planification énergétique territoriale à l'exploitation, Inergia conseille les communes à chaque étape et sur le long terme pour réaliser ses objectifs en toute indépendance et transparence. Comment les atteindre ? En agissant sur les infrastructures autofinancées suivantes.
production et distribution d'énergie électrique, réseau thermique et production de chaleur individuelle, captage et distribution d'eau potable, traitement des eaux usées, STEP, et récupération des eaux claires, tri et valorisation des déchets, mobilité électrique avec des systèmes de recharge, isolation des bâtiments publics et privés. Une fois la convention signée, Inergia établit une feuille de route qui réunit les ressources locales et les besoins de la commune. Inergia assiste la commune dans la création d'une société anonyme, Infracol SA. Avec cette société, les projets planifiés sous forme de mix énergétique validés par la commune permettront d'atteindre l'indépendance énergétique et la neutralité carbone d'ici 2050. Infracol SA, la future société qui appartient à la commune et ses citoyens, permet d'externaliser la réalisation, le financement et l'exploitation des infrastructures communales. Elle agit donc comme un service industriel communal privé. Infracol collabore ensuite avec Cosmo Funding, la plateforme fondée par la banque Vontobel. Cela permet à Infracol de financer ses projets grâce à un accès privilégié au fonds des caisses de pension et des investisseurs institutionnels suisses. Avec Inergia, les communes bénéficient d'une expertise technique et économique neutre pour bénéficier de toutes les ressources d'énergie disponibles sur le territoire communal en favorisant les prestataires locaux. Inergia, la transition maîtrisée. Voilà, donc c'était brièvement résumé, mais en fait, comme vous le verrez, ce qu'on fait, c'est qu'on approche les communes puis on leur propose de leur faire un plan énergétique territorial. On va leur faire l'inventaire de toutes leurs ressources et puis également de voir quels sont leurs besoins en énergie. Puis ensuite de ça, on va déterminer une feuille de route avec un certain nombre de projets qui vont coûter, bien évidemment, qui vont permettre de transformer ces ressources dans l'énergie dont on a besoin. Là aussi, c'est une chose qui est importante, mesdames et messieurs, je suis sûr que ça va vous surprendre, mais pour résoudre le problème climatique, eh bien, ce qu'il faut, c'est qu'on résolve le problème énergétique. Donc, nous, ce qu'on apporte aux communes, c'est l'indépendance énergétique. Attention, l'indépendance énergétique, ça ne veut pas dire l'autonomie ou l'autarcie, mais ça veut dire qu'on devient indépendant quand on a à partir de 40% de l'énergie dont on a besoin qui est produite sur place. Donc, à partir de ce moment-là, quand on arrive à l'indépendance énergétique, comme forcément, eh bien, on va utiliser de l'énergie renouvelable ou des ressources renouvelables, alors automatiquement, on va atteindre la neutralité carbone. Donc, on a cette feuille de route avec différents projets pour arriver, d'ici 2050, à l'indépendance énergétique et la neutralité carbone. Pour ce faire, comme vous l'avez vu avant, on crée une société anonyme qui appartient à la commune d'une part et à ses habitants, puisqu'on va créer une coopérative citoyenne et la commune avec ses citoyens va posséder finalement des services industriels communaux privés, donc c'est une société purement privée et c'est cette société-là qui va s'endetter, donc ce n'est pas un endettement avec une caution communale, qui va s'endetter, mais pas s'endetter dans le sens qu'elle va faire des emprunts obligataires auprès des caisses de pension et des investisseurs institutionnels suisses. Donc exactement comme quand vous avez des obligations de la Confédération et autres. Donc voilà comment ça fonctionne. Et puis ensuite de ça, Inergia est là pour faire tout le système, mettre en place. Et comme cette société n'est pas soumise au marché public, puisqu'elle est privée, on va travailler essentiellement avec les partenaires spécialisés et puis les entreprises qui sont locales. Donc là aussi, ça va donner un énorme coup d'accélérateur à l'économie locale, à l'économie privée. Donc, pour ce faire, nous, on a une sorte de nouveau type de société, dans le sens qu'on est totalement pluridisciplinaire. On a autant d'ingénieurs en énergie que de juristes, que d'économistes, puisque ça doute les finances, etc. Donc, nous, pour pouvoir faire cette valeur ajoutée, vous amener aux communes cette valeur ajoutée, on a 3 compétences spécifiques. On est capable de faire toute la coordination technique pour imaginer toutes ces infrastructures. Deuxièmement, qui dit
qui dit caution communale dit forcément gestion des risques. Donc vous savez qu'on a une gestion intégrale de tous les risques, qu'ils soient techniques, économiques ou légaux. Aujourd'hui, le management moderne du 21e siècle, c'est que de la gestion des risques. Et puis finalement, comme on travaille de manière systémique, où on offre un système, eh bien, il faut le financement global du système. Donc, c'est bien joli d'avoir un modèle, mais il faut avoir aussi des exemples concrets. Donc, on a 3 exemples concrets de réalisation à ce jour. La commune de Rossinière, avec Infraros-SA, où on a fait des emprunts obligataires à ce jour pour 11,5 millions. Trétorin, une toute petite commune de 100 habitants, à peu près, avec un emprunt obligataire de 2,8 millions. Puis dernièrement, la commune d'Aigné, avec les services industriels d'Aigné, en collaboration avec Nestlé Waters, où on a fait un emprunt obligatoire de 8,7 millions. Puis bien sûr que maintenant, on a décollé, puis on est en cours de réalisation avec 6 autres communes, non seulement sur le canton de Vaud, mais maintenant sur le canton du Valais et le Jura. Donc, vous voyez que, effectivement, on a un partenariat avec la banque Vontobel. Donc, la banque Vontobel, c'est une grosse banque d'investissement à Zurich. Vous avez mon accent, donc je suis plutôt romain. Donc, si une banque suisse-allemande s'intéresse à notre système, vous imaginez bien qu'elles ont des économistes et des juristes qui ont analysé notre modèle. Deuxièmement, on a également comme actionnaire principal chez nous, c'est le monsieur André Hoffmann avec sa famille et ses 3 enfants en direct, donc pas par des fonds. Donc André Hoffmann qui est le vice-président de Roche, la famille qui possède Roche. Donc là aussi, vous imaginez bien qu'ils ont quand même un peu analysé notre modèle. On va venir, mais ça va être plutôt expliqué par Jean-Pierre Neff, sur l'exemple de Rossinière. Vous voyez, 600 habitants, 1000 hectares de forêt. Donc, pour eux, la forêt, c'est vraiment la ressource locale. Des besoins d'investissement de plus de 20 millions. Il faut bien voir que la transition énergétique, ça coûte 38 000 francs par habitant. On peut le faire comme vous voulez. Donc, 600 habitants, c'est en dessous de 24 millions. Vous pouvez faire tous les calculs que vous voulez. Ça reviendra à ça. Plafond d'endettement qui est de 5 millions, comme on l'a encore sur Vaud. Il y avait un petit réseau CAD existant. Il y avait une volonté de développer ce réseau existant qui avait été fait avec tous les grands énergéticiens. Ça n'a pas joué. Et puis, on a fait une première phase avec la création d'Infraros et la reprise du petit réseau. On a tout de suite pu comment alimenter le Grand Chalet, qui est le Grand Chalet Balthus à Rossinière, qui est un gros client. Et puis maintenant, on a fait la deuxième phase. Maintenant, on est en phase de construction avec un investissement de 10,2 millions pour faire un nouveau centre de cogénération électricité et autres. Donc, vous savez que toutes les communes, au niveau financier, la situation financière de Rossinière, elle s'est améliorée avec Infraros, malgré le fait qu'ils ont fait ces cautions, parce que je vous rappelle qu'une caution n'est pas un endettement, mais un engagement conditionnel. Donc, on voit que que toutes les communes sont alimentées, subissent un rating, eh bien, on a passé la commune de Rossinière, en 2019, elle avait un rating de A-. En 2023, ça date de décembre 2023, elle a passé à A+. Maintenant, au niveau aussi de l'empreinte carbone, vous voyez qu'on travaille avec une société qui s'appelle Intep, puisque nos investisseurs veulent savoir que c'est des investissements durables. Ils ont une volonté puis une nécessité d'investir dans le durable. On travaille avec Intep. Eh bien, vous voyez que pour l'électricité et le thermique, on a une diminution de 93% sur le surface bâtie. Ça représente 50% pour la commune de Rossinière. Donc en 2026, au plus tard, la commune de Rossinière, elle sera à 50% de diminution d'empreinte carbone. Donc elle aura déjà atteint les objectifs qui sont fixés à 2030. Et puis, ce qui veut dire que d'ici 2035, au plus tard, la commune de Rossinière sera neutre en carbone et indépendante énergétiquement. Donc, vous voyez que c'est une solution concrète. Merci, je m'excuse, j'étais un petit peu plus long, mais voilà. Je vais passer la parole à Jean-Pierre. Merci. Voilà, merci James. Mesdames, Messieurs, je vous salue depuis le pays d'en haut, qui n'est pas très loin, comme vous le savez.
Alors, Monsieur Jetizan vous a donné déjà toutes ces explications techniques. Je vais vous faire un petit témoignage de ce qu'on... Oui, là, de notre commune. Rossinière. Alors, Rossinière, comme ça a été dit, moins de 600 habitants, 1000 hectares de forêt, dont les 3 quarts sont propriété de la commune, hein, ce qui est très important. J'aime bien dire qu'il y a 100 ans, la commune de Rossinière dispensait ses citoyens. La commune de Rossinière, ça marche? Ouais. La commune de Rossinière dispensait ses citoyens de payer des impôts. Alors vous imaginez le bois, ce que ça représentait quand même pour la commune notamment. Bien sûr, comme vous le savez, notamment la main-d'œuvre augmentait. Et puis, dans les années 60, 70, 80, on a toujours diminué les coupes, on a fait moins, parce que bien sûr, ça rapportait moins, la main-d'œuvre coûtait plus cher. Et puis, on a un événement chez nous, pas si loin que ça, mais ça passe quand même vite. C'est l'ouragan Lothar, le 26 décembre 1999, qui a abattu plus de 40 000 mètres cubes de bois, notamment au Pays d'en Haut, et qui nous a vraiment marqué, bien sûr par l'événement qui était important, mais aussi c'est là qu'on a pris conscience de la fonction de la forêt. La forêt, finalement, elle n'avait pas qu'une fonction de rapporter de l'argent, comme ça a été longtemps le cas, hein, mais qu'elle avait une fonction protectrice, pour commencer, ça c'est clair, protéger aussi les sols pour les sources, etc. On a pris conscience de ça, et puis, si vous voulez, ça nous a aussi fait prendre conscience d'une certaine valeur de cette matière première qu'est le bois. Et puis, c'est à cette époque aussi qu'on a commencé à étudier des projets d'énergie au bois, notamment sur la commune de Rossinière et sur tout le Pays d'en Haut. C'était lié aussi à toute la filière du bois, hein, parce que la filière du bois aussi diminuait. On avait 3 scieries à l'époque au Pays d'en Haut, 4 avec une petite scierie qui existe toujours. Aujourd'hui, on n'a plus qu'une commerciale, plus une petite. On a déjà perdu 2 scieries. Donc toute cette filière du bois, il y a eu déjà maintenant plus de 20 ans l'envie de la redynamiser, cette filière du bois. Et notamment, bien sûr, le bois énergie, c'était quelque chose de très important. Comme ça a été dit, à Rossinière, en 2008-2009, on a eu un gros crédit pour rénover notre hôtel de ville. Et on a profité de décentraliser la production de chaleur. Il était chauffé au mazout. Et on a dit, mais ça vaudrait la peine de chauffer avec justement du bois. Et on a profité de décentraliser la production de chaleur. On a pu créer notre première petite installation chauffage à distance qui chauffait bien entendu cet hôtel de ville, mais à terme, ça chauffait une quinzaine de logements sur la place du village à proximité de l'hôtel de ville. Bien sûr qu'il y avait la volonté de pouvoir faire une extension plus importante de ce réseau, de pouvoir utiliser aussi les bois de nos forêts. Et là aussi, on a pu lancer des études. On a fait beaucoup d'études, il faut le dire. On a eu le temps pendant 20 ans d'étudier énormément de choses, les possibilités de bois qu'on avait en fonction de nos coupes, en fonction de ce que donne la forêt. On a eu des études aussi, on a eu des bons partenariats justement avec les sociétés énergétiques. Et puis finalement, à Rossinière, on ne trouvait jamais vraiment le système qui nous plaisait parce qu'on voulait quand même garder une certaine maîtrise de cette énergie. Il faut aussi dire qu'à cette époque-là, on a fait la connaissance, on a eu un citoyen, un mécène, on peut le dire comme ça, qui s'appelle Pierre Lindolt, de la Fondation Sando, pour ceux qui connaissent, qui a acheté une petite montagne sur la commune de Rossinière. Il a restauré un bâtiment et c'est en discutant avec ce monsieur, ça c'était déjà en 2004, qui nous a dit, mais dis donc, mais la forêt, bien sûr qu'on lui racontait nos histoires de forêt, de grosses propriétés forestières de la commune. Il nous disait, mais gardez la maîtrise, vous verrez, avec la séquestration de carbone. Il commençait en 2004 à nous parler du CO2, de la séquestration de carbone par le bois. Alors je vous avoue qu'on a mis un moment à comprendre pourquoi les forêts sont des puits de carbone, après qu'elles le restituent, mais en fait c'est pour ça qu'on dit qu'elles sont neutres en CO2. Mais en fait ça a poussé notamment les autorités locales à se poser beaucoup de questions et surtout à se dire, mais ce bois, ça a une très forte valeur, on doit vraiment garder cette matière première. Alors on a bien sûr après eu plusieurs possibilités, on butait toujours comme beaucoup aujourd'hui sur le financement d'infrastructures, vous voulez faire un réseau de chauffe à distance
ou une autre production, que ce soit avec du solaire ou avec d'autres énergies, il y a toujours ce problème du financement. Ce n'est pas simple, notamment pour des communes. Alors bien sûr, il y a les aides, il y a les finances, les subventions, mais je vous rappelle que tout ça, finalement, c'est l'argent public. C'est une commune, elle va investir avec ses impôts, avec l'argent de ses citoyens, et puis les subventions cantonales, fédérales, c'est aussi nos impôts. Et puis derrière tout ça, l'énergie, comme ça a bien été dit, c'est aussi une économie, mais c'est une économie qui, pour nous, perdait un peu de son éthique. On sait très bien aujourd'hui, mais ça, c'est comme ça, c'est le business dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. On a toujours fait beaucoup d'argent, d'abord avec des produits, puis après on a fait de l'argent avec l'argent. Et puis, dans tout ce monde de l'énergie, cette économie manquait un peu d'éthique parce qu'on ne savait plus vraiment qui bénéficiait, qui gagne finalement sur qui. Et ce système, tout d'un coup, qu'on a appris, le modèle Inergia, nous a tout d'un coup séduit. Alors, je ne vous cache pas, c'était, je crois, en 2019, 2020, que M. Gintizan démarchait les communes. J'avais eu un téléphone avec lui. Il m'avait brièvement expliqué la chose. Il nous avait envoyé à la municipalité plusieurs documents. Je m'étais dit, je regarderais ça tranquillement pendant les fêtes. Ça me paraissait très compliqué. Et puis, quand j'ai planché un peu dessus, j'ai dit, mais il y a longtemps qu'on cherchait ça, de pouvoir garder une maîtrise, nous, au niveau d'une commune, de pouvoir garder la maîtrise de notre matière première, avec aussi un financement éthique. Pourquoi éthique? Ça a été dit par M. Gintizan, puisque derrière, comme vous le savez, les caisses de pension suisses, donc les institutions suisses sont prêtes à financer ces installations énergétiques durables. Et puis ça, je pense que c'est quelque chose qui redonne un tout petit peu d'éthique à l'économie. Je vais tâcher d'aller un peu plus vite. Je vois que M. Niki me dit d'avancer. Donc voilà, ça c'est juste pour vous donner un tout petit peu cette philosophie qui nous plaisait beaucoup là-dedans. Et puis Inergia apporte ce soutien aux communes au niveau technique. Alors aussi, c'est dédié d'abord à des petites communes comme la commune de Rossinière, on n'a pas des services importants. Et puis de pouvoir dédier une société que nous on a appelée Infraros, infrastructure rossinière, qui est vraiment dédiée uniquement à l'énergie, ça donnait sens. Parce que c'est cette société qui est dédiée à pouvoir réduire notre bilan de CO2 et puis d'arriver à la neutralité carbone. Donc, c'est ce modèle-là qui nous a plu. On a mis ça en place. Il faut savoir que c'est clair qu'il y a un cautionnement, ça a été dit, c'est ce qui fait toujours peur, dire « Ouh là là, la commune, vous avez cautionné ». Alors, ces 10,2 millions dont a été parlé tout à l'heure, il faut savoir que c'est basé sur des business plans très précis. On a la totalité de cet argent, il est là. Mais bien entendu, on n'a encore pas commencé à dépenser les 10,2 millions. On avance, on regarde, on s'assure, et c'est là qu'il y a une gestion des risques très importante, que ces installations vont s'autofinancer. On ne va pas démarrer quelque chose qui ne va pas marcher. On s'assure qu'elles vont s'autofinancer. Et je peux vous dire que ça m'a souvent interpellé, parce que par exemple, les communes, quand on a construit notre STEP à Rossinière il y a plus de 30 ans, je peux vous dire qu'on n'a jamais fait de business plan pour savoir si on allait arriver à financer à la longue ce coût de la STEP. Alors, le canton de Vaud donnait des subventions, on se dépêchait de faire des steps parce qu'il y avait des subventions. Mais il n'y avait aucun calcul qui nous disait, et aujourd'hui, 30 ans après, nous n'avons toujours pas fini d'assainir le réseau séparatif eau claire, eau usée du village de Rossinière. Donc, c'est pour vous dire qu'avec ce système qu'on va mettre en place avec notre société Infraros, on a vraiment une maîtrise à très long terme, puisqu'il y a des business plans sur plus de 30 ans. Donc cet argent, c'est sur des projets qui sont calculés sur plus de 30 ans. Voilà, donc je vais arrêter ici, mais c'était juste pour vous dire qu'en tout cas, actuellement, nous avons déjà pu tester, puisque ça a été dit par M. Gintizan, il y a eu une première étape, une optimisation de nos installations. Les choses se sont très très bien passées. Cet emprunt obligataire, il faut savoir que les caisses de pension ont répondu extrêmement rapidement. Elles sont très, très intéressées pour financer des énergies durables, pour qu'on arrive à lutter contre nos changements climatiques. Et derrière, c'est encore une fois, j'aimerais bien aussi dire, c'est pas dire que ce projet, c'est le seul projet, ce modèle est le seul modèle pour arriver à la neutralité carbone, mais c'est un modèle qui est adapté
au niveau d'une commune, vous savez qu'on a tous, déjà nous personnellement, on le dit assez, on a des efforts à faire pour améliorer notre bilan CO2, c'est au niveau des personnes, au niveau de leurs propriétés, notre maison, nos appartements, nos voitures. Puis après, il y a le niveau au-dessus, c'est la commune. Eh bien, le modèle Inergia, pour ce niveau commune, avec ses possibilités, ses matières premières, Rossinière, c'est le bois, mais vous avez des communes, c'est autre chose. Et puis toujours lié aussi au nombre d'habitants, hein, parce qu'on sait aussi qu'il y a certes, pour des villes, par exemple, ben, il faudra peut-être exporter plus d'énergie. Mais ce modèle Inergia est vraiment adapté au niveau d'une commune, des communes. Voilà, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Merci, mon cher. Bon. Merci, Jean-Pierre, pour cette présentation. Merci à M. Gentizon. Alors, je rappelle que nous avons entendu 5 conférenciers. On a présenté le potentiel du bois d'énergie dans le canton de Fribourg. On a parlé de l'énergie grise dans la construction. La future usine de fibres de bois en Suisse, entreprise Schilliger, le Pellet, modèle fribourgeois, et Inergia, projets communaux financés par des caisses de pension, essentiellement dans le domaine de l'énergie du bois. Je vais peut-être un peu... Bien sûr qu'on est un petit peu poussé à terminer assez rapidement notre conférence, parce qu'il y a une conférence qui va prendre place prochainement dans cette salle. Y a-t-il des questions adressées à messieurs les intervenants? Si oui, levez la main, qu'on puisse vous passer le micro. Bon, il semblerait que tout le monde est au point. Alors moi, je vais conclure rapidement, puisque le temps nous est compté. Alors, je remercie déjà les 5 intervenants d'avoir présenté successivement l'énergie du bois, le bois dans l'isolation, l'énergie grise dans la construction bois. On a vraiment fait le tour du cercle vertueux du bois. On ne s'est pas trop éloigné. Bien entendu que dans le domaine de l'isolation en fibre de bois, on sait qu'il y a quand même une grande partie de cette production qui vient de l'étranger. Dieu merci, on va peut-être réduire ce problème grâce à la future usine de Schilliger à Küsnacht à Mrigi. Mais je rappelle quand même que cette réunion, c'est aussi une plateforme d'échange. Il y a parmi vous des conseillers communaux, il y a des ingénieurs, il y a des forestiers, il y a des ingénieurs forestiers, il y a des architectes aussi, il y a peut-être un grand public, il y a peut-être des journalistes, des charpentiers, des menuisiers. Alors ce que je vous propose, c'est qu'à l'issue de cette réunion, vous ne partiez pas comme ça au pas de course, mais que vous essayez, nos conférenciers sont là, essayez de discuter entre vous, puis peut-être d'échanger vos cartes de visite ou d'échanger surtout vos préoccupations, et puis de continuer à faire une promotion pour cette valeur inestimable que nous avons dans notre canton et surtout dans notre pays, qu'est le bois. Je vous remercie d'avoir fait le déplacement et maintenant je cède la parole aux futurs conférenciers. Merci et bonne rentrée.